Bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé Débuter avec l'AEG chez le nouveau-né à terme. Je suis le docteur Jonathan Beck, médecin dans le service de médecine néonatale et de réanimation pédiatrique au CHU de Reims. Durant les 30 à 45 prochaines minutes, moi-même ainsi que le professeur Nathalie Benarek et le docteur Gauthier Leron, travaillant tous deux dans le service de médecine néonatale et de réanimation pédiatrique au CHU de Reims, allons faire une présentation divisée en 3 parties sur l'AEG, dit électroencéphalogramme d'amplitude. Sera ensuite suivi un temps d'échange à type de questions-réponses. Dans la première partie, je vais vous présenter les principes de fonctionnement, les principes généraux, à savoir qu'est-ce que l'AEG et comment devons-nous poser les électrodes pour avoir une installation correcte. Dans la deuxième partie, le professeur Nathalie Benarek vous présentera la façon dont interpréter un tracé de fond AEG chez le nouveau-né à terme, et notamment en cas d'encéphalopathie anoxo-ischémique. Et enfin, dans une troisième partie, le docteur Leron vous expliquera comment détecter les crises et états de mal électriques sur un AEG. Nous tenions à remercier la société Duomed ainsi que Madame Gastin de nous avoir permis de vous présenter ce topo sur l'AEG, ainsi que nous les remercions pour leur organisation et leur aide quant à la réalisation de ce webinaire. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble les principes et l'installation d'un électroencéphalogramme d'amplitude, un AEG. Tout d'abord, voyons ensemble les principes généraux. Alors tout d'abord, nous devons commencer par revoir ce qu'est un électroencéphalogramme, un tracé électroencéphalographique. Il s'agit d'un signal électrique cortical au niveau cérébral qui est capté par des électrodes. Et c'est la différence de potentiel entre 2 électrodes posées sur le scalp, en l'occurrence ici d'un nouveau-né, qui permet d'obtenir un tracé d'électroencéphalogramme brut. Celui-ci pourra être alors utilisé selon le nombre d'électrodes et selon les paramétrages en termes d'électroencéphalogramme conventionnel ou alors en électroencéphalogramme d'amplitude, comme cela nous concerne actuellement. Alors, qu'est-ce que le tracé AEG? Il a été défini par Ménard en 1979. Le tracé EEG est un tracé d'analyse d'amplitude et de ses variations et ce sur de longue durée et qui résulte d'un traitement du signal. En effet, vous partez d'un tracé brut d'électroencéphalogramme, comme vous pouvez voir ici avec un défilement sur une page de 20 secondes. Ce signal brut est filtré entre 2 et 15 Hz. Ensuite, il subit un phénomène de rectification et d'échantillonnage. Et enfin, il est plusieurs fois comprimé. Il subit un phénomène de compression. Tout cela pour aboutir, ici en bas, sur un tracé d'amplitude. Vous voyez que là, sur une page de G brut, vous avez 20 secondes de tracé. Sur un tracé d'amplitude, vous pouvez voir l'échelle ici, cela correspond à 1 heure. Et donc, sur une page entière, nous avons environ 3 heures. Voici l'apparence d'un moniteur AEG. Vous pouvez avoir sur les moniteurs AEG une première partie avec le tracé dit d'amplitude, donc soit en 2 canaux avec l'installation de dérivation, donc le tracé gauche et le tracé droit. Il peut également y avoir qu'un seul tracé quand il n'y a qu'une seule dérivation. Et vous avez de façon concomitante le tracé EEG brut, que vous pouvez analyser en positionnant le curseur à n'importe quel endroit du tracé AEG. De même, vous pouvez laisser défiler l'enregistrement et donc le tracé d'amplitude se formera au fur et à mesure et vous verrez défiler le tracé brut de façon concomitante. Alors, l'AEG présente plusieurs avantages, hein. Il s'agit d'un neuromonitoring qui peut être utilisé sur de longues durées et ce, au lit du patient.
Donc c'est un avantage, notamment en néonatologie. L'installation est également simple, en tout cas apparaît plus simple que l'installation d'un EEG, standard, de même que l'analyse du tracé, qui peut se faire en direct au lit du patient avec, au moyen d'une formation, heu, être analysé de façon plus simple que le tracé, d'EEG standard. En revanche, le tracé d'amplitude, subit une simplification, hein. Nous avons une perte d'information par rapport à l'EEG standard. Ce qui fait que l'EEG standard reste, le gold standard de l'interprétation d'un tracé, d'électroencéphalogramme. Maintenant, voyons ensemble le matériel et l'installation de l'AEG, avec pour objectif donc d'identifier le matériel nécessaire à cette installation et de pouvoir être capable d'installer un EEG et de démarrer l'enregistrement. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'électrodes. Pour, effectuer un enregistrement avec 2 dérivations, vous aurez besoin de 5 électrodes, des électrodes gélifiées, ou alors vous pouvez également utiliser un bonnet, dans lequel les électrodes sont déjà incorporées et qui évitera pourra simplifier potentiellement la pose. Le repérage du positionnement des électrodes. Vous aurez besoin de compresses, de sérum physiologique, de solution hydroalcoolique pour vous désinfecter, les mains, de gel, conducteur et de gel dermabrasif. Attention, il s'agit d'utiliser des produits validés en pédiatrie néonatologie. Alors voyons ensemble maintenant, l'installation des électrodes de l'EEG. Pour les enfants à terme sans cheveux, vous pouvez effectuer soit une légère dermabrasion après, potentiellement utilisation de chlorhexidine pour désinfecter le scalp, ou alors ne pas utiliser de dermabrasion si l'état du scalp, le permet. Chez les enfants à terme avec des cheveux, la dermabrasion n'est pas systématique. Vous pouvez commencer par, repérer les différentes, positions des électrodes et comme nous venons de voir l'électrode témoin au niveau du front et ensuite les 2 autres électrodes temporales et en occipital. Vous prenez, comme repère le tragus de l'oreille et le vertex et vous allez poser votre, 1er repère, votre première électrode à mi-distance entre le vertex et le tragus. Pour l'électrode, postérieure, occipitale, vous allez la placer à environ 2 travers de doigt derrière l'électrode temporale. Si vous avez effectué une dermabrasion, vous, nettoyez ensuite, cette pâte der c'est ce gel dermabrasif à l'aide d'une compresse et de sérum physiologique. Et ensuite viendra, le moment de la pose des électrodes avec application d'une, très fine épaisseur de pâte, de gel adhésif conducteur. Concernant, le prématuré en revanche, il n'y a ni besoin de faire il n'est ni nécessaire et même, déconseillé d'effectuer une, dermabrasion et il n'est pas nécessaire d'ajouter de pâte, conductrice. Si vous pouvez, mettre cette pâte conductrice ou ce gel conducteur, soit directement sur le scalp du nouveau-né, soit sur l'électrode gélifiée directement. Et vous allez ensuite poser l'électrode au niveau du scalp du patient ici sur le front au milieu du front qui servira d'électrode témoin. Et ensuite sur les 2 autres électrodes, celle au niveau temporal et celle au niveau occipital. L'autre possibilité est d'utiliser un bonnet. Le bonnet, a déjà les électrodes intégrées. Donc il suffit de poser le bonnet dont la taille est adaptée au périmètre crânien du nouveau-né et d'appliquer un gel conducteur au niveau de ces électrodes au moyen d'une seringue avec un embout qui est fourni, qui est dédié.
Il faut ensuite savoir attendre quelques minutes, après la pose de ce bonnet, que les impédances baissent pour pouvoir, démarrer et interpréter le tracé. Il faut, après avoir posé ces 3 premières électrodes, poser les 2 autres électrodes temporales et occipitales de façon contralatérale et symétrique. Et il faut bien vérifier à la fin la symétrie entre ces électrodes, entre la gauche et la droite, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Donc en conclusion de cette première partie, ce que vous devez savoir, c'est que l'AEG est une analyse de la tendance de l'amplitude du tracé d'électroencéphalogramme sur de longues durées. Son installation est assez simple, mais attention, elle doit être rigoureuse. Que si, cette installation n'est pas assez rigoureuse, n'est mal faite, vous aurez des problèmes de signal, des problèmes d'impédance et un risque d'avoir une interprétation qui sera faussée. Il faut également bien vérifier la qualité du signal à la fin de l'installation et au début de l'enregistrement, mais également régulièrement, lors de l'enregistrement, AEG, le temps que celui-ci est posé, car peut survenir, à divers moments des problèmes d'impédance, soit liés, au fait de mouvements de l'enfant ou, ou de décollement, spontané. Donc il faut savoir, analyser ceci et repositionner les électrodes si cela est nécessaire, ou si elles sont bien positionnées, savoir essayer de les humidifier avec, du sérum physiologique pour, obtenir, de nouveau une impédance correcte et une interprétation fiable du tracé. Voilà, vous êtes prêts pour l'interprétation maintenant. Maintenant que vous, savez, poser un électroencéphalogramme, d'amplitude, il va être important d'interpréter le tracé, de fond. C'est ce que nous allons apprendre, ensemble. Alors ne pas se méprendre, interpréter le tracé de fond, demande, une expertise, et une expertise également et des connaissances en électro physiologie. Mais évidemment, ces connaissances sont, simples par rapport à l'interprétation de l'EEG, conventionnel. Alors, les objectifs de ce webinaire est de distinguer un tracé de fond d'EEG d'amplitude normale d'un tracé pathologique, d'identifier les différents types de tracés de fond et également d'identifier les cycles veille-sommeil. Nous allons le voir ensemble. Alors, les éléments analysés. Les tracés de fond, deux classifications existent à ce jour. La classification d'Al-Nakib qui classe les tracés de fond par des valeurs numériques, des bornes inférieures et des bornes maximales. Et les tracés sont classés en trois types: normaux, modérément altérés ou très altérés. La classification par reconnaissance de motifs ou de graphiques, c'est la classification d'Elstrom-Vestas qui, distingue 6 types de tracés de fond et qui se rapproche de la classification d'électrophysiologie, conventionnelle, de l'école française. Sur un EG, d'amplitude sur, cette bande, bleue, on va également essayer d'individualiser des cycles veille-sommeil ou une certaine modulation. Nous allons le revoir. Le tracé de fond, peut faire apparaître des crises électriques et un état de mal, électrique et des, artefacts. Nous allons, nous, surtout voir le tracé de fond et les cycles veille-sommeil. Voilà le tracé de, normal, à terme, ça s'appelle un tracé continu. Là, vous avez, l'amplitude maximale de la bande qui est ici, l'amplitude minimale de la bande qui est ici et vous voyez, l'échelle, des, ordonnées où vous voyez que la bande minimale, l'amplitude minimale, la bande d'amplitude minimale se situe au-delà, pour la majorité du temps, au-dessus de 5 microvolts. Et concernant l'amplitude maximale, la ligne qui dessine cette bande bleue, elle est au-dessus de 10 et elle est au-dessus de 5 et inférieure à 50 microvolts. Ce que vous pouvez voir également, ce n'est pas une bande bleue complètement rectiligne, mais vous avez des bouffées et c'est là où on voit une certaine modulation et des cycles veille-sommeil qui sont plutôt bien matures.
Le tracé discontinu diffère du précédent par son amplitude inférieure. Vous voyez ici la bande minimale, d'amplitude minimale. Là, vous avez les 5 microvolts et si vous tracez la ligne, cette ligne est bien en deçà de 5 microvolts. L'amplitude maximale, elle ne bouge pas. Voilà une autre description du tracé discontinu. Vous voyez que la bande minimale est inférieure à 5 microvolts. Vous n'avez pas de modulation. Et vous voyez sur les tracés d'EEG classiques, conventionnels, la correspondance de ce trait rouge en EEG d'amplitude avec ce trait rouge sur l'EEG conventionnel. Et vous voyez que le tracé est peu actif, même s'il semble exister des artefacts. Concernant le tracé Suppression Burst riche, plus, il se distingue, c'est un tracé discontinu, comme vous pouvez le voir sur cette bande. Vous avez le 5 microvolts ici, mais ce qui va différer du tracé précédent, c'est l'enveloppe de l'amplitude supérieure, et vous voyez qu'elle est inférieure à 10 microvolts. Et surtout, vous voyez beaucoup de bouffées surajoutées à cette bande bleue. Pour les appareils de jet d'amplitude qui peuvent mesurer la fréquence ou le nombre de bouffées par heure, le burst suppression riche a plus de 100 bouffées par heure. Voilà une autre déclinaison d'un tracé suppression burst riche où vous voyez des activités des bouffées d'activité qui s'alternent avec du tracé discontinu. Par opposition, le tracé burst suppression pauvre, qui correspond à un tracé d'EEG paroxystique selon la classification française, lui a toujours un tracé discontinu, donc inférieur à 5 microvolts. Vous avez les 5 microvolts ici, et vous voyez que la bande bleue, elle est vraiment tassée en bas de la ligne. Et l'amplitude maximale est toujours inférieure à 10 microvolts, comme le tracé de suppression burst riche, sauf que là, vous avez des bouffées qui sont beaucoup plus éparses, beaucoup moins fréquentes. Et pour les appareils qui peuvent mesurer les bouffées, vous avez moins de 100 bouffées par heure. La même chose en EG d'amplitude, vous voyez que ce tracé est très discontinu avec des bouffées, ici d'ailleurs de faible amplitude. Le tracé de bas voltage a les mêmes caractéristiques que le tracé de burst suppression pour son amplitude max et minimale, mais là, vous n'avez aucune bouffée, vous avez juste une ligne bleue. Voilà le tracé de bas voltage. Vous voyez que vous avez une petite activité électrique, mais qui est vraiment peu ample et de bas voltage en continu, sans épisode de discontinuité comme les tracés précédents. Le tracé isoélectrique, le tracé plat est toujours très facile à interpréter et vous voyez que l'amplitude maximale et minimale, tout est inférieur à 5 microvolts, avec certes des bouffées ici, mais qui sont liées à des artefacts de mouvement. Vous avez la même interprétation. Comme vous pouvez le voir, ce tracé est isoélectrique avec une surcharge de rythme rapide plutôt d'origine artefactuelle. Maintenant, les cycles veille-sommeil, hein, qui, comme vous le savez, en EEG conventionnel, témoignent de l'intégrité du cortex. Alors, pour l'EEG de l'enfant à terme ou pour l'AEG de l'enfant à terme, non pas de la prématurité, nous avons trois types de modulation: une modulation mature, une modulation immature et une modulation imminente. Vous voyez très bien graphiquement la différence entre ces trois types de modulation. Ici, vous avez des cycles veille-sommeil bien individualisés. Là, vous avez du tracé de veille. Cette bouffée-là, c'est du tracé de sommeil avec du tracé qui devient alternant ou un peu discontinu.
Et sur cet enregistrement de 3 heures en amplitude, vous voyez 1, 2, 3 bouffées. Donc une modulation mature comporte un cycle par heure en moyenne. La modulation immature, vous voyez sur cette bande bleue, en effet, une modulation, vous avez l'impression de voir une bouffée ici, une autre bouffée ici et une bouffée ici, et un peu de tracé de veille ici. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi bien un individualisé. Les tracés de sommeil se mêlent ou se distinguent beaucoup moins que du tracé de veille, mais on a une modulation qui existe. Concernant la modulation, imminente, vous voyez que cette bande bleue, elle n'est pas complètement rectiligne. Vous voyez qu'elle a une modulation, mais les cycles, on ne les différencie pas bien comme, ce premier exemple ou même, l'exemple de la modulation, immature. Donc là, pour résumer sur cette diapositive, quand vous devez mettre en place une hypothermie thérapeutique pour un bébé à terme, peut-être qu'il n'y a pas besoin de connaître l'ensemble des tracés dans toutes leurs catégories. Il faut surtout retenir ce qu'est le tracé normal. Et vous savez que si vous n'avez pas de tracé normal, il est alors par définition anormal, qu'il soit discontinu ou plat et isoélectrique, mais ce sont ce type de tracé que vous allez mettre en hypothermie. Donc, bien retenir surtout ce grapho-élément, cette bande bleue avec ses renflements comme tracé normal. Si vous n'avez pas ça, l'enfant est très certainement éligible à une hypothermie thérapeutique. Et enfin, pour finir sur l'analyse du tracé de fond, de G d'amplitude, bah, il y a des paramètres qui impactent le tracé, comme pour le G conventionnel. Alors ici, vous avez un exemple de crise que l'on va vous détailler un petit peu plus précisément dans la prochaine partie du topo. Donc bien vérifier tous ces soulèvements de la bande. D'ailleurs, ici, on se pose également la présence d'une activité rythmique. Donc les paramètres impactant le tracé, modification, toujours penser à crise et bien regarder sur la lecture de l'EG classique. Vous avez les traitements, vous en avez un bel exemple ici. Il y a une crise, on va injecter un traitement par Gardénal et vous voyez que ce tracé va devenir isoélectrique et s'enrichir progressivement pour être un burst suppression pauvre dans l'espace de l'heure qui va suivre l'administration du traitement. Et puis enfin, vous avez en effet les artefacts de mouvement qui peuvent également soit soulever le tracé, soit donner des bouffées. Les artefacts sont importants à connaître pour l'interprétation de l'EG classique, mais également de l'EG d'amplitude. Maintenant, on va vous parler des crises et des différentes modalités de diagnostic. Dans cette troisième partie, nous allons parler de crise convulsive chez le nouveau-né à terme et l'objectif, c'est de savoir identifier des crises convulsives en utilisant un monitorage de type AEEG. Alors, des crises convulsives sur un AEEG, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Si on se souvient des définitions des crises convulsives en général, c'est un phénomène électrique avec une décharge rythmique de grande amplitude. Je parle de choses générales, avec un début net et une fin nette également, et puis accompagné de manifestations cliniques, quand on va avoir des crises électrocliniques. Et parfois, les manifestations cliniques sont très subtiles chez les nouveau-nés, voire non visibles, et on va parler à ce moment-là de crise infraclinique. Et les épisodes peuvent avoir tendance à se répéter de façon stéréotypée, et l'ensemble de ces items crée la définition d'une crise convulsive. Alors en AEG, cette décharge brutale, brusque, de grande amplitude, elle va créer une encoche dans la bande d'amplitude. Voici ici en EG standard 8 dérivations. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technique,
Vous avez sur la colonne de gauche les noms des électrodes, FP2, T4, T4, O2. Les chiffres pairs sont à droite, les chiffres impairs sont à gauche, et on enregistre l'activité électrique au cours du temps entre deux traits marrons, ça passe 1 seconde. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est 20 secondes de temps sur 8 dérivations, 8 canaux, 4 droites, les 4 premiers, 4 gauche, les 4 suivants. Et si vous regardez les deux dérivations FP1C3 et C3O1, vous voyez une activité électrique qui se détache clairement du reste du tracé, avec une activité, un motif qui revient de façon rythmique, à environ 2 fois par seconde, avec une petite succession de pointes courtes, une grande onde ample, des petites pointes, et ça revient. Donc un motif comme ça de pointe, onde, qui se répète au cours du temps. Donc, une grande amplitude, un motif rythmique, avec une fréquence qui est relativement rapide. Et au cours de la décharge, la fréquence de ces pointes ondes va s'épuiser. C'est un phénomène biologique, donc l'activité électrique va en s'amenuisant. Et sur la fin de l'épisode, on a un arrêt progressif de cette décharge de pointes ondes. Et cette activité sur un AEG, ça crée cette figure, c'est une encoche, c'est un soulèvement relativement brutal, prolongé, de la bande d'amplitude, hein, grande amplitude, donc l'amplitude s'élève, et ça va être visible sur le tracé d'AEG, en général, la figure de base, comme une encoche. Alors pour aller un peu plus loin dans cette reconnaissance, on va partir d'un cas clinique. Un enfant qui est né d'une deuxième grossesse par le siège dans une maternité de niveau 2A, un accouchement à 37 semaines avec une voix basse non instrumentale, péridurale, une biométrie de naissance qui est relativement conforme à son terme. En post-naissance, un gênement persistant, ce qui lui vaut d'être hospitalisé en néonat avec une CPAP, et le premier bilan revient avec un lactate à 9, puis répétition survenue et répétition de tableaux d'apnée des saturations profondes. On réalise un bilan sanguin qui reviendra négatif, et on le met sans attendre sous antibiotiques et sous caféine. Et on a déjà sollicité une hospitalisation en niveau 3. Et quand il arrive en niveau 3, on lui met un monitorage cérébral, on arrête la caféine et on va essayer d'enregistrer ces épisodes de désaturation. Et on ne va pas voir d'anomalie sur l'échographie. Et on va enregistrer encore quelques apnées lors du monitorage. Voilà le type de décrochage que l'on va observer, ce que je vous montrais juste avant, chez cet enfant. Alors, vous voyez que c'est un enregistrement qui court en plein milieu de la nuit, donc c'est encore une fois l'intérêt de l'AEG que de pouvoir enregistrer ce genre de phénomène avec des entrées en plein milieu de la nuit. Première étape, on analyse le tracé de fond. Vous venez de le voir juste avant, il s'agit d'un nouveau-né à terme. On voit ici un tracé, si on prend avec les chiffres, marge inférieure au-dessus de 5, marge supérieure au-dessus de 10, et une modulation. Et si on prend avec la reconnaissance de motifs, classification de Chern-Vestas, on voit ce tracé étroit qui module bien. Donc, tracé de fond, normal pour le terme. Ensuite, on identifie une encoche, première étape, un décrochage. On va s'y intéresser, on va aller analyser le tracé brut en regard, en déplaçant le curseur au début de cette encoche. On vérifie que les paramètres de lecture soient les bons. Attention, ça influence énormément l'aspect de ce que vous affichez, donc mettez-vous toujours avec les mêmes paramètres d'amplitude et de défilement du temps. Ici, je vous mets ceux que j'utilise, mais il faut se faire son œil. 100 microvolts à moins 100 microvolts et 15 mm par seconde. Et de la même manière, vous verrez toujours de la même manière le EEG brut s'afficher. Et vous recherchez un phénomène rythmique de grande amplitude avec un début net. Vous voyez ici qu'on voit apparaître une activité de pointe ondulante, relativement rythmique. Ça peut vous faire penser à ce que je viens de vous montrer juste avant en EEG d'amplitude. Et ce pattern rythmique, il n'est pas non plus trop fin, trop rapide, comme pourrait l'être du myogramme ou d'autres artefacts. Il n'est pas trop rythmique non plus, de façon inépuisable, comme pourrait l'être un artefact de machine qui change jamais de fréquence, qui est toujours de la même amplitude, toujours de la même fréquence, alors qu'on l'a vu, une crise convulsive, ça finit en général par se modifier un petit peu dans sa fréquence vers la fin de l'épisode. Donc un pattern aigu, pas trop fin, rythmique,
et une fréquence qui est légèrement évolutive. Ça, c'est quand même hautement évocateur d'une décharge d'origine convulsive, d'origine épileptique. Quelque chose qui va commencer assez nettement, puis qui va finir assez nettement en s'épuisant. Ça aide quand même pas mal à différencier d'artefacts. On voit ici sur la bande de G standard la fréquence des polypointes qui va en s'espaçant, et elles sont de plus en plus rares, jusqu'à s'arrêter complètement, et on voit qu'on arrive à la fin du décrochage. Voilà pour la petite histoire, l'imagerie qu'avait cet enfant. Un autre exemple, ici vous avez un tracé de fond, vous avez quelques instants pour interpréter ce tracé de fond. Pour regarder la marge inférieure, la marge supérieure, la reconnaissance de motifs. Donne pas la réponse. Et vous regardez les décrochages de la même manière. On va regarder la vitesse de défilement, on va vérifier les amplitudes pour qu'elles soient celles dont vous avez l'habitude, et on recherche des figures rythmiques avec une décharge rythmique aiguë, pas trop rapide et qui se modifie légèrement dans le temps. Et vous voyez ici, cette fois-ci, la figure est un petit peu différente, mais toujours très aiguë, une polypointe, onde, polypointe, polypointe, onde, qui se répète de façon rythmique. Donc ici, une crise d'épilepsie, une crise convulsive sur un tracé qui est modérément altéré, qui est discontinu. Attention, ici, vous voyez des décrochages, plusieurs décrochages, et quand je regarde ce qui se passe sur le G brut sur ces décrochages, je vois que c'est de l'artefact de myogramme, ce ne sont pas des figures rythmiques avec un pattern aigu, c'est trop rapide, c'est du myogramme. De la même manière, on peut avoir un décrochage sur une pompe à perfusion, sur un artefact de CG, sur une ventilation à haute fréquence, tout ça, ça peut vous créer des artefacts qui vont soulever le tracé, et éventuellement vous faire une figure d'encoche, comme ça, de décrochage, qui pourrait passer pour une convulsion sur la bande. Alors, la question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on peut voir toutes les crises convulsives sur un AEEG? La réponse, elle est non. Vous regardez ici, là encore, un EEG standard. Si on regarde que ce qui se passe sur une dérivation, ou deux dérivations, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait en EEG d'amplitude, on voit que cette convulsion qu'on voit sur la dérivation T3O1 et C3O1, elle est inapparente si on regarde C3, C4. Ça se passe trop à distance et on ne voit pas sur ces 3 C4 d'activité rythmique. Il faudrait enregistrer probablement autour de ces 3 ou autour de ces 3 O1. Donc, ce qui est très à distance, on ne va pas bien le voir. Le jet d'amplitude ne permet pas de voir toutes les crises convulsives. En particulier, il voit mal les crises qui sont à distance des électrodes. Donc, par exemple, sur ce schéma à droite, les crises qui vont être très postérieures ou très intérieures, si on a mis nos dérivations en centrale, on les verra mal. Et deuxièmement, on voit mal les crises très brèves. Il faut un certain temps pour que la décharge de grande amplitude, elle soulève la bande de tracé. Si c'est très court, considère moins de 30 secondes, voire moins d'une minute, votre encoche, elle va être tellement fine que vous ne la voyez pas. Il faut que ça dure un minimum de temps. Alors, la chance qu'on a en néonatologie, c'est que les nouveau-nés font souvent plusieurs crises, rarement une seule. Elles sont souvent répétées et elles sont souvent multifocales. C'est-à-dire que même si vos électrodes ne sont pas placées partout, bien réparties sur la tête, vous avez probablement de la chance qu'à un moment, l'enfant convulse sous vos électrodes. Donc le jet d'amplitude n'est pas particulièrement bon à détecter l'exhaustivité des crises pour un individu. Par contre, il est suffisamment bon pour détecter les individus qui convulsent. Et la meilleure position, c'est d'entourer les régions centrales. Donc c'est d'avoir un monitorage sur les deux côtés, un canal à droite, un canal à gauche, et qui entoure bien la région centrale. Donc une position assez médiane des électrodes autour des dérivations C3 et C4. C'est là qu'on a le plus de chances d'enregistrer des convulsions chez les nouveau-nés. Ça, c'est moins vrai chez le plus grand enfant qui peut faire des états de mal partiels très localisés. Et à ce moment-là, on peut ne pas les voir parce qu'ils sont, c'est par définition pas multifocales, mais focales. Et puis surtout, le jet d'amplitude, c'est notre scope de la tête en soins intensifs. Mais si on est vraiment devant une problématique de crise convulsive pour lequel il faut faire un diagnostic, mais il faut savoir travailler avec les électrophysiologistes et les faire venir, leur demander un EEG prolongé avec une vidéo qui reste le gold standard pour faire le diagnostic de crise, également le diagnostic étiologique de crise, parce qu'en fonction du contenu du tracé de fond, ça sera des éléments orientants très importants pour le diagnostic étiologique, et le suivi, la réponse au traitement.
Voilà, donc si on résume rapidement, une crise convulsive à l'AEG, la recette c'est la suivante. 1, il faut que votre AEG soit bien posé, avec une impédance correcte. Si l'impédance elle n'est pas bonne, ça peut vous soulever votre tracé, faire des faux décrochages. Il faut que vos électrodes soient bien symétriques. Positionner vos électrodes sur les régions centrales, c'est le site le plus performant pour détecter des crises chez un nouveau-né, mais chez un nouveau-né uniquement. Et puis, il faut que les soignants identifient les manipulations, les soins qui sont faits à l'enfant, parce que quand un enfant tète, est replacé, est nursé, eh bien, ça va créer des activités de grande amplitude, non rythmiques, mais de grande amplitude, et ça peut ça peut créer des encoches sur le tracé. Alors, je dis non rythmique, mais un enfant qui tète, pour le coup, c'est rythmique, et ça peut vous faire une activité rythmique qui crée un décrochage. Donc, c'est vrai que si tout le tracé est bien annoté, ça vous facilitera grandement la relecture. Deuxième étape, interpréter le tracé de fond. Est-ce qu'il est normal, modérément altéré, sévèrement altéré? Ça vous aidera pour l'étiologie. Troisième étape, repérer les décrochages. Et je vais vérifier les réglages d'amplitude et de défilement et lire le tracé brut. Je recherche une décharge rythmique de figures aiguës et on distingue ces figures aiguës d'artefacts qui seront ou trop rapides ou trop monotones. Bien sûr, si là aussi, votre infirmière vous a dit à ce moment-là, il avait des clonies du membre supérieur droit, ce sera beaucoup plus facile. On recherche donc des manifestations cliniques concomitantes. Ça peut être des mouvements cloniques, ça peut être une tachycardie, une bradycardie, une apnée, une hypertonie, etc. Et puis on va rechercher la répétition de ces événements, une récurrence, d'autres décrochages qui viendront conforter le diagnostic. Et enfin et surtout, on recourt à l'EEG prolongé avec une vidéo pour le diagnostic précis de ces épisodes étiologiques et le monitorage. Voilà, je vous remercie, on va pouvoir répondre à vos questions. Je prends quelques instants pour remercier Diomet de nous avoir proposé de présenter ce webinaire et pour son organisation. On va commencer avec les questions, et donc nous avons une question de Noura Zayat sur les tracés fins avec une borne inférieure supérieure ou égale à 10 microvolts. Au perché, donc après avoir éliminé les artefacts ou les problèmes d'impédance, nous n'avons pas d'étiologie claire. Avez-vous cette expérience et à quoi cela peut-il correspondre? Alors il y a deux questions aussi qui se posent, c'est est-ce qu'on a bien regardé le G classique, hein, le G conventionnel qui défile en même temps que la bande bleue. Donc il y a deux hypothèses. Nous, les situations qu'on rencontre le plus souvent, c'est soit en effet s'il y a des décrochages assez longs sur des tracés fins, on peut avoir soit des crises convulsives, soit ce sont aussi des tracés encéphalytiques, que ce soit chez le nouveau-né à terme ou l'enfant un petit peu plus âgé. Mais l'utilité, c'est vraiment de regarder ce qui se passe sur la bande de G qui est en train de tourner en même temps. Donc voilà pour nos expériences, soit crise convulsive, soit tracé encéphalytique. On va prendre la question suivante. Attends, ça va être affiché. Alors, recommandez-vous plutôt d'utiliser la classification numérique d'Al-Nakib ou la classification par motif d'Elstrom-Vestas? Alors, il y a une classification, comme on vous l'a décrit, qui ne contient que 3 catégories, et l'autre, celle d'Elstrom-Vestas, qui contient 6 catégories. Évidemment, celle d'Elstrom-Vestas, c'est quand même plus précise. La classification d'Al-Nakib, elle a le but d'être très simple et d'amener à analyser les tracés AEG, mais l'idéal est quand même de pousser jusqu'à la classification d'Elstrom-Vestas qui se rapproche beaucoup de notre classification française d'EEG. La classification d'Al-Nakib, par exemple, vous avez une numérotation, un tracé, on vient de parler des tracés fins, donc des tracés lents ou faits de crise convulsive. Si vous avez une bande supérieure à 10 microvolts, vous pouvez être considéré dans la classification numérique d'Al-Nakib comme tracé normal, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Donc, pour synthétiser, la classification d'Al-Nakib, c'est un bon débrouillage, mais si on veut vraiment préciser l'AEG, lui donner toute sa puissance, il vaut mieux aller sur la classification par motif d'Elstrom-Vestas. Alors, que faire quand le tracé de fond est rassurant alors que les indicateurs de naissance
pH SARNA sont pathologiques et il y a discordance. Si on est sûr de son tracé de fond AEG, que l'on a bien regardé l'EEG conventionnel qui défilait, bien souvent le SARNA est à réévaluer au bout de quelques heures, peut-être pas, mais au moins au bout d'une heure ou deux. C'est que l'enfant va s'améliorer, qu'on va récupérer une succion. Et bien souvent, les enfants qui ont un SARNA 2 avec un tracé de fond rassurant sont des enfants qui peuvent être douloureux. Alors, si on a une vraie discordance, c'est qu'on n'est absolument pas sûr de son tracé de fond et qu'on n'est pas en pleine nuit à heure ouvrable, bien entendu, il vaut mieux faire un EG conventionnel. Mais bien souvent, les discordances, alors qu'on a un bon tracé de fond, sont au bénéfice du tracé EEG. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais globalement, c'est trois paradigmes. Hein. C'est le pH, la biologie, où on sait qu'elle est plutôt marqueur d'une asphyxie dans l'anoxo-ischémie et d'une durée de l'asphyxie. Le SARNA, il y a plein d'indications pour un SARNA 2 chez l'enfant. C'est la douleur ou l'anesthésie de la maman. Et donc le tracé AEG peut être également le troisième marqueur pour la mise en route de l'hypothermie thérapeutique, et il est à prendre en compte. Alors, bien entendu, comme on l'a redit, à heure ouvrable, si vous n'êtes pas convaincu, il vaut mieux faire un EEG conventionnel pour s'assurer qu'on n'a pas de troubles d'impédance ou autre sur le tracé de fond de l'AEG. Oui. Pensez-vous qu'on peut utiliser un jour l'AEG pour le suivi de la maturation cérébrale chez le prématuré? La réponse est oui, il y a déjà plein de bibliographies qui existent, assez abondantes et dans la vie de tous les jours. C'est sûr que la maturation cérébrale est bien suivie par l'AEG. Et on peut s'apercevoir que même avec une sédation, la marge inférieure, excusez-moi, de la bande bleue, elle peut très vite passer les 10 microvolts et on peut avoir une ébauche de maturation. Donc oui, si on a les moyens d'avoir l'AEG, c'est très bien de le mettre chez l'enfant né prématurément. Et d'ailleurs, il y a des modifications de tracé qui ont été précurseurs d'hémorragie intracérébrale, ou même, vous pouvez voir également la tolérance d'une hypotension sur l'AEG. Donc la réponse est définitivement oui. Dès qu'on aura tous les moyens pour monitorer tout le monde, le prématuré devra en bénéficier en priorité. On ne voit pas exactement la même chose qu'en EEG standard. Les figures physiologiques, pathologiques, on ne les voit pas. Hein. Les delta brush, etc., pour ceux qui connaissent le jeu d'amplitude, c'est digéré dans le traitement du signal. Par contre, on voit très bien les modifications d'amplitude, le tracé continu, discontinu, la proportion de tracé continu et discontinu qui évolue dans le temps. Donc, sur ces paramètres-là, l'AEG d'amplitude, il est très bien placé. Et toujours, hein, le message, c'est quand on fait de l'EEG d'amplitude dans une unité, c'est d'avoir de bons atomes crochus avec le service d'électrophysiologie pour pouvoir de temps en temps bien corréler le tracé EEG conventionnel avec le tracé AEG pour le valider. Alors la question, mais le faites-vous dans votre service? Si on avait des EEG d'amplitude, des monitorages possibles pour toutes les têtes dans le service de réanimation néonatale, on le ferait. On le fait assez simplement pour les prématurés qui ont des échographies cérébrales anormales, notamment ceux qui ont saigné, ou chez ceux, évidemment, où on a dépisté des anomalies rythmiques qui pouvaient faire évoquer la possibilité de crise convulsive. Alors, on monitore assez systématiquement nos enfants qui ont des hémorragies de grade 3 ou de grade 4, mais franchement, l'idéal, ça serait que tous soient monitorés dès le départ. Alors, on a une question sur les crises d'épilepsie. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic avec l'EEG d'amplitude seulement? Donc, techniquement, oui. Avec un EEG d'amplitude, on peut faire un diagnostic de crise.
On a vu le pas à pas dans le topo, on reconnaît une encoche assez typique et on va aller regarder la bande de EG brute en regard à la recherche d'une figure rythmique. Ce qui va aider, c'est surtout la récurrence des épisodes. On ne va pas avoir une seule encoche, mais plusieurs, avec des similitudes de patterns dans le G d'amplitude et dans le tracé brut. Donc ça, oui, ça nous permet de faire un diagnostic de crise. Il y a des algorithmes de détection automatique qu'on n'utilise pas dans le service, mais qui semblent, d'après la littérature, pertinents. Mais le message est encore le même. Le diagnostic et le suivi des convulsions est quand même très efficace en EEG standard avec une vidéo qui reste le gold standard pour le diagnostic et le suivi des crises. Donc l'EEG d'amplitude, on s'en sert hors heure ouvrable ou pour des monitorages très très prolongés, mais dans des pathologies de convulsions, d'encéphalopathie néonatale, on va plutôt utiliser dès que possible un EEG standard avec vidéo, éventuellement en monitorage prolongé chez les enfants les plus malades, parce que c'est encore plus performant. J'espère que ça répond à la question. Alors, si tu veux compléter. Oui, juste, c'est la crise convulsive, comme on vous l'a bien démontré dans le topo, c'est non seulement la bande bleue, mais c'est bien regarder encore le tracé conventionnel avec l'activité rythmique, comme on vous l'a bien montré. Donc, ce n'est pas l'AEG seul, c'est également de bien savoir lire les dérivations en dessous qui défilent le tracé d'EEG conventionnel. Alors, la question suivante, recommandez-vous la pause avec une dérivation ou deux dérivations? On prend plutôt la pause avec deux dérivations. Donc, bien sûr, si vous n'avez qu'une dérivation disponible, vous faites avec une dérivation, mais actuellement, on a quand même sur les appareils la possibilité d'avoir plus de deux dérivations. Donc, idéalement, on branche deux dérivations, ce qui permettrait d'avoir plus d'informations, plus de détails au niveau des tracés d'AEG, notamment sur la symétrie, et pourrait permettre de détecter plus facilement des crises électriques de façon un peu plus sensible. Et ça ne prend pas plus de temps avec l'entraînement de mettre deux dérivations supplémentaires, quoi. D'autant plus chez le nouveau-né. Y a-t-il une différence avec ou sans cheveux? Bon, déjà, c'est plus facile sans cheveux. Avec cheveux, on peut utiliser de la pâte conductrice pour déjà les dégager. Donc, ce n'est pas nécessaire sur ceux qui sont sur les cheveux. Ensuite, pour les enfants les nouveau-nés sans cheveux, on peut juste humidifier, désinfecter le scalp sans forcément utiliser la pâte abrasive. Et notamment chez les prématurés, il ne faut pas utiliser la pâte abrasive. Alors que les enfants avec les cheveux, il faut d'utiliser un peu de pâte abrasive avant de mettre la pâte conductrice sur le scalp. En tous les cas, le message très certainement à faire passer au terme de ce webinaire, hein, c'est que l'EEG d'amplitude vraiment offre de belles possibilités de monitorage et puis certainement, on a abordé avec les prématurés, peut interférer avec nos pratiques, par exemple de remplissage d'amine pour la tension artérielle, même estimer également l'impact d'un canal artériel sur la fonction cérébrale. Ça, c'est quand même extrêmement important. On est juste au début de l'utilisation de ce monitorage et d'en connaître toutes les modalités et surtout toutes les capacités. Mais il est très illusoire de vouloir faire de l'EEG d'amplitude sans EEG conventionnel parce qu'on a besoin de confronter régulièrement l'EEG d'amplitude avec l'EEG conventionnel. Peut-on utiliser ce monitorage pour évaluer la douleur? Je crois qu'il y a quelques publications sur le sujet. Après, ça ne va pas être directement un monitorage de la décharge adrénergique ou de ce genre de choses. Par contre, ce qui a été montré, c'est qu'on voit très bien sur la EEG les modifications de cycle veille-sommeil, et notamment chez les grands prémas qui sont interrompus par des soins, on voit qu'ils n'atteignent pas de sommeil profond.
Alors, c'est un petit peu à côté de votre question, mais on peut monitorer des états de vigilance ou des états d'hyper-éveil qui peuvent être atteints dans certaines douleurs prolongées. Mais on n'est pas dans un monitorage de douleurs comme certains appareils le font avec l'impédance cutanée ou ce genre de choses. Voilà. Mais il y en a qui s'en servent pour monitorer de façon très facile, très simple, les états de veille et de sommeil chez les nouveau-nés qui vont plutôt bien et qui ont des belles modulations veille-sommeil. Mais on voit très vite, d'un coup d'œil, quand est-ce qu'ils sont en sommeil profond. Et qu'a priori, il ne faut pas les déranger. Alors, les artefacts et la crise. Alors, c'est vrai que ça, c'est le piège, et c'est pour ça qu'on a insisté sur l'intérêt de l'EEG standard. C'est qu'on sait quand même très bien reconnaître les artefacts sur le G standard. On va se servir de la même chose sur le G d'amplitude. On va aller regarder la bande de G brut, la bande de ρ EEG, parce que ça peut donner un décrochage qui a le même aspect, un artefact ou une crise. Tous les deux peuvent générer des décrochages sur la bande de G d'amplitude. Donc le bon réflexe, c'est quand on a des décrochages, c'est de vérifier déjà s'il y a une clinique compatible, ça peut aider beaucoup. S'il y a un enfant qui est en train d'avoir des soins, s'il y a un enfant qui est en train de téter, ça peut générer un décrochage. Si l'équipe soignante a noté le tracé, là on a la réponse très rapidement. Si on n'a pas cette info, on regarde le tracé brut, et les crises, elles ont ceci de particulier qu'elles sont en général, il y a un pattern qui est rythmique, avec des choses pointues, puis une onde, donc un motif souvent de pointe-onde ou polypointe-onde, qui va se répéter et qui va être assez rapide, mais pas trop, et qui s'épuise aux quelques minutes. C'est-à-dire qu'on a une fréquence qui est rapide et puis qui va devenir plus lente et s'arrête. Un artefact comme une ventilation mécanique, un ECG, une pompe à perfusion, c'est mécanique, c'est toujours la même fréquence, pendant plusieurs minutes ou dizaines de minutes. Donc là, le mécanique versus l'épileptique, on fait la différence avec la régularité métronomique ou pas de la figure rythmique. Et puis le myogramme ou la succion, qui sont d'autres types d'artefacts, eux sont moins mécaniques, mais le myogramme, par exemple, c'est extrêmement rapide, ça fait des toutes petites pointes extrêmement serrées, qui sont trop rapides pour être de l'activité électrique. Et à l'inverse, la succion, ça va vous faire une sorte de sinusoïde, qui n'est pas non plus une figure pointue, comme on peut avoir des convulsions. Donc voilà, quelques exemples. C'est déjà dans des analyses plus poussées du tracé, c'est ce qu'on propose dans des formations plus avancées, de lire un petit peu tout ça. Mais il faut s'habituer à lire la bande de G standard avec des paramètres toujours les mêmes. Si vous pouvez, vous choisissez. Nous, on utilise plus ou moins 100 microvolts et puis 30 mm par seconde en défilement. Si vous changez ces paramètres, votre œil, il n'a pas les repères habituels, donc vous choisissez les mêmes paramètres à peu près tout le temps. Et puis, il faut s'habituer à reconnaître des artefacts. Et ça, pour ça, le G standard, faire des comparaisons avec le G standard, c'est extrêmement précieux. Donc, une collaboration avec le laboratoire d'électrophie, ça va vous faire progresser beaucoup plus vite dans l'identification des artefacts et des crises. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Y a-t-il un intérêt à utiliser les dérivations frontales? Alors, dérivation frontale, oui, il peut y avoir un intérêt. Si on reste vraiment sur, alors je parlais de détection de crise chez le nouveau-né à terme, on sait qu'on peut louper, on a que deux, dans le meilleur des cas, on n'a que deux dérivations, une droite, une gauche, sur un nouveau-né à terme quand on a un EEG droit, un EEG gauche. Mais d'encadrer les dérivations centrales, c'est-à-dire d'encadrer C3 à gauche, C4 à droite, c'est ce qui est le meilleur rendement pour dépister les individus qui convulsent. Donc la position centrale des deux dérivations, droite et gauche, elle est très importante pour avoir la meilleure sensibilité avec cette technique simple de dépister les individus qui convulsent. Après, il y a de très beaux case reports dans la littérature d'enfants plus grands qui ont un état de mal frontal et en mettant le G pile en face de l'état de mal, de la zone en état de mal, on monitore extrêmement bien les crises. Mais là, on est dans une utilisation très avancée chez des enfants qui ont des pathologies focales, donc on n'est pas dans la néonatologie en général, et on est au-delà de ce qu'on vise dans le séminaire du jour. Donc je dirais, oui, il y a un intérêt, mais pas là, si je peux faire simple. Alors ça peut aussi avoir un intérêt si on sait que l'enfant a
Évidemment, au cas par cas, si on sait qu'il a des lésions frontales ou une dysplasie frontale parce qu'on a eu un diagnostic échographique ou IRM précocement et qu'on ne voit pas forcément de crise, il faut peut-être repositionner les dérivations plus en avant que la position centrale. Mais c'est vraiment au cas par cas et il vaut mieux, en effet, comme on vient de vous le dire, les mettre en région centrale. Ce qu'on fait souvent en pratique, c'est qu'on met autant que possible deux dérivations, une droite, une gauche, et l'électrode la plus antérieure, on la met à la lisière des cheveux, le plus au ras possible des cheveux chez les enfants qui en ont, et on pose les deux autres dérivations à droite et à gauche 5 cm en arrière. Donc celles-là, elles sont le plus souvent dans les cheveux, mais comme ça fait jamais que deux électrodes au lieu de 4 à poser dans les cheveux, quoi. Donc on est à peu près en avant et en arrière de l'oreille de façon symétrique de chaque côté. Et si on doit mettre un EEG standard en même temps, ce qui arrive, eh ben, la place est libre au milieu pour mettre une électrode centrale de chaque côté, à droite et à gauche. Donc, là, si c'est aussi une localisation, par exemple, c'est peut-être un peu plus rare en amatologie, mais si sur des patients qui ont, par exemple, des post-op de neurochirurgie, qui ont des grosses capilines, où les zones sont un peu plus difficiles d'accès, là, on peut les mettre en position un peu plus frontale. Alors, électrode versus casque, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent, des aiguilles, les électrodes gélifiées, et puis maintenant des bonnets, et puis en EEG, il y a les casques, c'est-à-dire avec notamment les Dreyfus ou des petits filets avec des électrodes enchâssées dedans. En notre pratique historique, c'est les électrodes gélifiées qu'on utilise. On n'utilise plus les aiguilles pour les tracés EEG classiques ou AEG depuis très longtemps. Les électrodes gélifiées beaucoup, et puis les bonnets, donc avec les bonnets avec les électrodes directement dedans, on ne les a pas en routine dans l'unité. C'est pratique. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est quand vous mettez, on pose un bonnet qui a des électrodes sans préparation cutanée, puis on vient à travers un petit orifice au milieu de l'électrode déposer un petit peu de gel au milieu. Et donc c'est très rapide à mettre. On a toujours les mêmes positions. Il faut savoir par contre attendre parfois un quart d'heure, 20 minutes que le gel fasse son effet avant d'avoir des bonnes impédances. Donc parfois on est un peu déçu au départ, les impédances sont très mauvaises. Il faut savoir parfois remettre un petit peu de gel, mais pas trop, parce que si vous avez du gel plein la tête, vous allez avoir un pont électrique et vous avez un tracé plat. Donc, il faut savoir mettre la bonne quantité de gel et surtout attendre que ça pénètre et que ça humidifie les cheveux et que la cohésion se fasse bien. Donc ça prend souvent 1 à 2 dizaines de minutes. Donc, c'est très facile, mais ça demande une petite habitude pour bien maîtriser la technique. Mais par contre, la pose est facile. Par contre, dans notre expérience, nous, les électrodes gélifiées, c'est assez simple à manipuler, puis surtout, on peut garder des tracés. On a déjà gardé des électrodes sur les scalps pendant plusieurs jours, voire des durées qui peuvent avoir la semaine sans lésion cutanée chez des enfants à terme, quoi. Donc, les monitorages des souffrances, des encéphalopathies anoxo-ischémiques est très facile avec ça. Ça peut être aussi fait, que ce soit la pose ou la surveillance, par n'importe quelle personne de l'équipe, ce qui permet d'avoir entre les médecins, les internes, les infirmières, que tout le monde sache installer et vérifier le bon positionnement et l'impédance des électrodes. C'est assez simple à apprendre et à vérifier. Donc, ça permet d'avoir un bon monitorage avec ça également. C'est vrai qu'on a formé nos infirmières. Il y a un groupe qui s'est approprié la technique et qui s'est posé des tracés. On a formé nos internes et puis après, il y a des référents praticiens, mais tout le monde à peu près s'est posé un tracé chez un nouveau-né, notamment un nouveau-né à terme avec une anoxo-ischémie. Et puis des prémas, on fait ça à 4 mains, donc on a souvent le concours de l'infirmière de l'enfant qui aide à le poser quand il a une CPAP ou quand il est intubé. Donc ça se fait assez bien et à toute heure du jour et de la nuit. La bosse sérosanguine, où effectivement sur certains bonnets, ils ont une taille avec un périmètre crânien, il y a différentes tailles de bonnets qu'il faut choisir en fonction du périmètre crânien de l'enfant. Et ils épousent la forme d'un crâne de nouveau-né sans bosse sérosanguine, évidemment. Donc, quand il y a des bosses ou des lésions du scalp, ça complique évidemment la pose d'un bonnet. Il faut savoir que si vous posez les électrodes sur un gros hématome, vous allez avoir des impédances qui vont être très diminuées. Donc, ça, effectivement, souvent, c'est postérieur et assez à distance des électrodes. Mais il faudra interpréter avec précaution les amplitudes.
les amplitudes si s'il y a une grosse interposition de bosse entre votre électrode et le cortex. Parfait. Écoutez, on va vous proposer de s'arrêter ici. On vous remercie pour vos questions, votre attention. On remercie encore Diomed pour l'organisation. Et puis, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.